À la Cantorade, venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous, à la Cantorade. André et Bernard, bonjour à tout le monde, et on va faire une troisième chronique sur le problème de la fatigue démocratique, de la lassitude démocratique, et elle peut être liée à plusieurs facteurs. Rapidement, une difficulté au compromis, et puis aussi le fait que le comportement de certains de nos gestionnaires de notre société par rapport aux besoins des citoyens. Alors, malgré tout, on va vous lire tout d'abord un article qui nous a interrogé et qui est intéressant. Un article de Philippe Reynaud qui date de 2025, qui était dans la revue Politique et Parlementaire. Il dit « Si la crise politique française semble singulière, elle reflète notre exception politique qui réside dans une faible culture du compromis. Elle révèle des mots communs avec les autres démocraties libérales, cependant, à savoir la fragmentation du paysage politique, le déclin des grands partis, la défiance envers les institutions et la difficulté à produire des majorités légitimes. » Et on peut rajouter à cela une citation de Cynthia Fleury dans le cadre de l'interview qu'elle a fait, d'un entretien qu'elle a fait, je crois, sur France Culture. Elle disait « Face aux souverains grotesques, organisons la résilience citoyenne. » Ça va nous appeler à demander à André de nous définir un certain nombre de mots, la notion aussi de verticalité du pouvoir, des partis qui sont incapables de s'entendre, et donc des mots tels que grotesques de certains de nos gestionnaires, la notion de citoyenneté, la notion de résilience citoyenne, la notion de méfiance et la notion de compromis. Alors vous avez compris que cette chronique ne traitera que de ce qui se passe en France. On fera quelques petites comparaisons à l'international, mais ensuite une autre chronique suivra sur ce qui se passe au niveau international, et il se passe pas mal de choses aussi au niveau international. André, je te laisse la parole pour définir un certain nombre de mots ou rajouter quelque chose à ce que je viens de dire, bien sûr. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, juste pour rajouter quelques mots, justement, par exemple, Philippe Reynaud cible un petit peu la démocratie française, mais il rappelle aussi, attention, qu'on a des mots communs avec les autres démocraties, disons, européennes, comme par exemple une fragmentation du paysage politique, par exemple les remontées un peu spectaculaires des extrémismes, notamment de droite. Et de gauche aussi. Oui, mais... Pour en parler. Non, mais parce que les extrémistes sont pas forcément les mêmes. C'est pas parce qu'on est extrême. Bien sûr. Oui, c'est comme tout, quoi. C'est pas parce qu'on a le même mot pour désigner une situation géographique que dans le contenu, c'est la même chose. Mais peu importe, à la limite, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, si c'est baptisé extrémiste, c'est qu'on pense que les choses doivent se passer ailleurs. En fait, non. Elle ne se passe jamais ailleurs, elle se passe toujours avec l'ensemble. Bien sûr, toujours. Ça fait partie du paysage global. Mais pour revenir à certaines expressions qu'on a utilisées, que Bernard a utilisées, il y a par exemple ce qu'on appelle la lassitude. Alors le mot lassitude, au fond, ça signifie, il y a deux aspects principaux. Il y a déjà un aspect psychosomatique, le fait d'être fatigué, on est là. On est fatigué. Le fait d'être harassé, ça aussi avec le contexte actuel, avec tous les réseaux sociaux qui pèsent sur nous. Ouais. Voilà, donc ça pèse trop et puis on est fatigué d'avoir ce poids-là sur les épaules. Donc on regarde ailleurs, pensant pouvoir trouver autre chose ailleurs. Mais dans le ailleurs, il n'y a pas forcément autre chose, sinon pire. Donc c'est un problème à la fois de l'État, de la société, mais aussi des citoyens qui composent cette société. Donc c'est un problème assez complexe.
Et puis, il ne faut jamais oublier aussi, c'est que la lassitude nous empêche, comme dirait Spinoza, de nous ressortir avec un regard tourné vers le vivant, vers l'extérieur. Donc la lassitude, au fond, c'est comme si on regardait dans le rétroviseur. Ça veut dire qu'on manque de désir, au sens fort du terme. C'est-à-dire désir d'être. Parfois, quelque part, on nous aide à manquer de désir, un peu. Oui, on nous aide. Sans le faire exprès, c'est involontaire, mais on nous aide, mais en même temps, il faut que le citoyen se prenne en charge aussi un peu. Mais les conditions de prise en charge, je suis d'accord avec toi, Bernard, elles viennent souvent de l'extérieur. Par exemple, l'éducation. Souvent. Donc l'éducation nationale, c'est très important. Très, très important, bien sûr. Il y a un autre aspect, le mot grotesque qu'utilise Cynthia Fleury. C'est grotesque dans le comportement de certains. C'est vrai que moi je pense souvent, quand je vois grotesque, là je passe au niveau international, au comportement par exemple de Trump dans le bureau ovale par exemple, mais on peut donner des exemples en France aussi. Quelqu'un qui dit je vous dis les yeux dans les yeux que c'est ainsi, etc. C'est un peu grotesque aussi, ça, non? Ça l'est et sans l'être. Oui. Parce que le grotesque, en gros, si on sait que c'est grotesque, ça veut dire qu'on n'est pas dupe. Le problème, il est là. Parce que face au grotesque, c'est un peu comme dans le grotesque, par exemple, c'est le clown dans le cirque. Mais les spectateurs sont là, ils savent que c'est un clown. Tandis que souvent, les gens face au grotesque, donc les gens qui caricaturent, qui se comportent d'une certaine manière en marge de l'humanité, finalement, de ce qui fait l'humanité plus exactement, donc d'une humanité en quelque sorte visée. Là, on ne vise pas l'humanité. On ne vise pas le fait de pouvoir raisonner, mais on vise une sensibilité primaire, primitive. Donc, c'est pas très grave quand c'est au cirque. Au contraire. Oui, mais autrement, ça l'est. Quand on entend quelqu'un, encore, décidément, comme Donald Trump, qui disait, écoutez, pour améliorer mon état de santé, il suffit de m'injecter de l'eau de Javel, par exemple. Oui, mais ça, c'est même pas grotesque. Manque de connaissances. Mais alors, il y a de quoi en rire, presque. Voilà, c'est ça. Au cirque, on en rirait. On en rirait. Mais mais le clown, pas la même chose. Mais le clown a la figure du clown. Tandis que là, notre clown, il n'a pas la figure du clown. Et il y a des gens qui sont perdus. Ou alors, quand on entend, vous voyez, il y a une vague de froid, où est le réchauffement climatique, vous voyez, par exemple, tu vois, des choses comme ça. On en rit, voilà. Est-ce que c'est grotesque? C'est, en tous les cas... Alors, c'est grotesque dans le sens... dangereux, ça. Grotesque dans le sens... on parle de tempête et on parle de climat, alors que c'est pas du tout la même chose. C'est ça qui perturbe. Bien sûr. Il y a des gens qui confondent un peu les deux. Et pourquoi? C'est un problème de connaissance et d'éducation. Voilà, on revient encore à la notion d'éducation qui est importante. On pense effectivement à l'aspect, on pense à Rousseau, on pense à d'autres personnalités de cet ordre-là, et l'éducation, c'est sûrement très très important. Mais on n'a pas fini, on doit parler aussi du problème peut-être il faut être résilient à tout ça. Alors c'est quoi la résilience selon toi, André? Faut prendre le dictionnaire. Dans le dictionnaire, on vous explique. D'abord, d'abord, à l'origine, le mot résilience était appliqué à des problèmes physiques. Donc, oui. Après, mécanique. Oui, des problèmes physiques, c'est capable de résister à des forces, etc., mais sans changer de nature. Voilà, là on pense à Boris Cyrulnik maintenant. Alors là, on se met sur le terrain du psychosociologique. Absolument. Oui. Donc le mot a évolué de sens. Alors le mot résilience ici signifie toujours l'idée de résistance, mais il rajoute aussi l'idée de rebondir dans sa personnalité. Donc ça s'adresse à l'individu. Oui. Alors parler de résilience au niveau de société, c'est un peu confus. Au niveau de l'individu, plus peut-être. Le mot de résilience, si on peut, là, faut faire de la psychosociologie pour comprendre. C'est-à-dire que la résilience comme rebondissement, ça parle plus à l'échelle individu, tandis qu'un rebondissement à l'échelle de société, ça pourrait s'appeler une révolution. Parce que quand Cynthia Fleury parle de résilience citoyenne, elle le ramène à l'individu ou à l'ensemble de la société, selon toi? Elle ramène à l'individu, mais comme la société est composée d'individus, mais attention, pas de n'importe quels individus. Alors justement, Fleury, c'est quoi un citoyen? Alors voilà, voilà, parce qu'elle parle de citoyen, oui, tout à fait. Mais pas d'individu.
Donc, alors c'est quoi un citoyen ? Un citoyen, c'est tout bêtement, pour dire dans un langage simple, c'est quelqu'un qui habite une cité. Et oui, c'est dans la cité. Ouais. Mais c'est dans la cité que le problème se pose. Donc, pour être citoyen, ça veut dire qu'on doit reconnaître que je ne suis pas seul dans cette communauté formée par la citoyenneté. Donc, il faut avoir un double regard pour être citoyen. Un regard vers soi, mais aussi un regard vers la société. Mais une société organisée. Sinon, alors, elle peut être organisée à la manière tribale, mais c'est pas des citoyens. Ça ressemble à une grande famille. La citoyenneté, on n'est pas des frères, des sœurs. On est des concitoyens. Oui. Donc, ça veut dire que le citoyen est quelqu'un qui a un double regard. Regard sur lui, en tant qu'individu, mais regard aussi sur la société qui lui permet d'être un individu au milieu des autres. En bref, être citoyen, c'est être responsable certes de soi-même, mais responsable aussi de sa relation avec autrui. C'est plus que responsable de sa relation oui, dans le langage. Oui, parce qu'il doit participer. Bien sûr. À l'organisation de la société. Cette responsabilité en fait partie. Alors voilà. Donc, de mon point de vue, on ne peut pas parler véritablement de citoyenneté dans une société qui ne serait pas démocratique. Alors justement, c'est quoi la démocratie ? Parce que maintenant, on est un peu perdu là quand on voit l'évolution actuelle en Europe. On a une Europe à 27 États. Est-ce que tous sont démocratiques ? Point d'interrogation. Et quelle démocratie ? Et quand on voit l'évolution aux États-Unis également. Parlons pas de la Russie ou de la Chine ou d'ailleurs, mais pour l'instant on va rester beaucoup plus sur la France. C'est quoi la démocratie finalement ? Parce que là on est un peu perdu là actuellement avec ce qu'il se passe. Oui, alors faut reprendre le mot. On va reprendre le mot. Allons-y. Dans la démocratie, vous avez démos. Alors qu'est-ce que désigne ? C'est un terme grec d'ailleurs. Qu'est-ce qui désigne démos ? Dans un premier temps chez les Grecs, il désigne un territoire. Et peu à peu, et a été désigné ceux qui habitent ce territoire comme peuple. Donc la démocratie s'appuie déjà donc sur une certaine histoire. Parce que la démocratie ne naît pas du ciel. Elle naît effectivement de l'histoire et des peuples qui constituent des populations sur un territoire. Mais cette notion de démocratie, elle a aussi un autre sens. Dans le sens que, depuis la Révolution française en tout cas, elle désigne un système de gouvernement, mais à la manière des cités grecques. Alors donc on voit bien que dans le monde grec, le peuple s'était organisé aussi. Donc ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais qu'on dit maintenant. Sans les esclaves, bien sûr. Attention, les cités grecques étaient... Il faut voir que dans les cités grecques, il y avait une division des tâches d'abord. Une division des tâches qui était héritée historiquement. Donc il y avait ce qu'on appelait les citoyens. Donc c'est ceux qui avaient le pouvoir de donner leur avis et de voter pour qu'il y ait des lois ou ceci ou cela. Et il y avait tous les agents économiques qui, pour la plupart, étaient des esclaves. Eux n'étaient pas citoyens. Et puis les femmes aussi étaient marginalisées. Mais il existait quand même une possibilité. Les femmes s'exprimaient dans la société grecque antique ? Oui, ils s'exprimaient dans la société grecque antique, mais ils s'exprimaient par exemple, si on voit la Pythie. C'est une femme. Ah oui, la Pythie, oui. Mais alors, dans l'assemblée des citoyens, il y a peu de femmes qui s'exprimaient. La plupart du temps, c'était les hommes. Un petit peu selon une vieille tradition classique depuis l'origine de l'humanité en gros. Les femmes, compte tenu de leur possibilités physiologiques, ce sont les mères, celles qui font les enfants. Donc pendant au moins un certain temps, elles sont un peu dispensées d'aller à la chasse, par exemple. Et oui, même à l'époque des cavernes aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a tout ça qui est dans l'héritage global de l'humanité. Donc chez les Grecs comme chez nous. Sûrement. Oui. Alors seulement après, on a mis ça des fois sous des formes juridiques, par exemple la féodalité. Et la démocratie justement refuse la féodalité, mais conserve quand même une certaine pesanteur économique, d'ailleurs qu'on retrouve encore un peu aujourd'hui. Nos démocraties sont ambiguës, parce qu'elles sont à la fois appel aux citoyens, mais fois appel à l'individu comme agent économique, comme agent de société, comme agent de cela. Et parfois,
comme agents économiques, ils ont tendance à voter sous cet angle-là et pas uniquement sous l'angle de la citoyenneté, dont la visée, pour Rousseau, est l'intérêt général. Oui. C'est ça qu'on doit viser quand on est citoyen. Quand on vote. Quoique Rousseau donnait pas beaucoup de place aux femmes. Lui. Il était assez misogyne, hein, Jean-Jacques Rousseau. À la fois misogyne dans sa vie, Oui. mais en théorie... Même dans ses textes, hein, il y a eu... Ah oui, oui. Mais en même temps, il avait compris une chose forte, c'est que pour avoir des bons citoyens, il faut qu'ils soient instruits. Mais il n'avait pas confiance dans l'instruction officielle de l'époque. Oui. D'où il préconisait, à travers le mythe du bon sauvage, d'élever les enfants un peu librement, comme certains le pensent encore aujourd'hui, et puis les écouter plus que leur imposer. Principe d'éducation. Ceci dit, sous cet angle-là, il était en contrepoint par rapport à son époque, donc il préjugeait d'une certaine manière, ou prévoyait, enfin je ne sais pas, il préjugeait d'une certaine manière d'une évolution possible dans l'éducation des enfants. Ceci dit, ce qui a été récupéré aussi après. Donc on va continuer à s'interroger, est-ce que l'on est toujours dans une démocratie, peut-être plus par rapport à d'autres pays. On va continuer dans le cadre de ce débat, mais on va continuer aussi à définir cette notion, cette difficulté au compromis. Qu'est-ce que l'on appelle un compromis, André, selon les bonnes définitions, disons? Le compromis, en gros, n'a de sens que si on a bien identifié un problème de société. Bon, il faut d'abord l'identifier. Donc, il ne peut pas avoir de compromis si on ne connaît pas le problème. Sinon, ce n'est pas un compromis, ce sont des affrontements. Alors, c'est ce qui arrive fréquemment chez nous. Parce qu'on n'est pas d'accord pour poser le problème. Mais ça arrive en Allemagne aussi. Oui. On n'est pas toujours d'accord. On vient de le dire. On y reviendra, oui. Tout à l'heure, effectivement. Et quand on dit aussi que s'installe aussi une certaine méfiance, un manque de confiance, et parfois ça va très loin, un manque de respect vis-à-vis des gens qui gèrent notre société, que ça peut être le maire, mais ça peut être aussi les députés ou les conseillers régionaux ou autres, ou départementaux, même les pompiers, parfois aussi, même les médecins. Et donc cette notion de méfiance, de manque de confiance, on peut la qualifier comme une remise en doute des capacités de l'autre par rapport à son comportement, ou ce qu'il fait, ou ce qu'il dit. Ça rejoint ce qu'on disait précédemment. Oui. Ça veut dire que la société est devenue individualiste. Donc ça veut dire que les règles qui nous gouvernent, c'est celles qu'on se donne soi-même en fonction surtout de pulsions, parfois, ou tout simplement d'intérêts limités à son horizon. Donc ça revient à l'idée, c'est que d'ailleurs que la citoyenneté est complètement fondue à travers le désir de consommation principalement. La société de consommation, tout simplement. Oui, mais par la médiation de la monnaie. Donc c'est là qu'il y a une grosse difficulté, c'est que le manque de respect parfois peut être explicable par une forme de mépris de certains possédants par rapport à certains qui ne peuvent pas posséder, parce que pour différentes raisons. Par exemple, ça peut être des handicapés physiques, des handicapés mentaux, ou des handicapés sociaux, ou psychosociaux, parce que des handicapés, il y en a plein. Sous-entendu, ceux qui ont des pouvoirs, il faudrait qu'ils assument aussi leur responsabilité comme citoyens, vis-à-vis d'autres personnes, même s'ils ne se prennent pas comme citoyens. C'est une règle. Alors justement, ça amène pour certains à remettre en cause ce que l'on appelle l'état de droit. L'état de droit qui finalement lui-même est encadré par des textes de loi. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qu'est l'état de droit en termes juridiques et autres, probablement? L'état de droit, on regarde dans les mots, le mot, c'est un état, et qui doit fonctionner, et qui doit imposer à ses membres. Imposer? Oui, imposer. L'État doit imposer, mais pas forcément par la force. Par la loi? Non, oui, mais avant la loi, il y a la loi, mais aussi le droit. C'est pas la même chose.
Quelle est la différence entre la loi et le droit ? La loi... Pour nos auditeurs, pour nous-mêmes aussi, c'est bien de refaire le point. La loi, c'est ce qui est voté par l'Assemblée nationale, par les députés, et qui doit s'imposer à tous. Mais la loi n'a de sens que si interviennent les décrets d'application. Parce que le droit qui est surveillé par la justice, si tu veux, la justice, elle ne peut fonctionner que s'il y a les décrets. Donc, quand on parle de loi et s'il n'y a pas de décret, on ne peut pas l'appliquer. Il faut qu'ils soient signés, les décrets. Donc, le droit, c'est l'application de la loi concrètement dans la société. Mais le droit ne peut être efficace dans la société s'il est accompagné de la nécessité de l'imposer. Pourquoi le juge, le juriste, etc., doit pouvoir avoir une force, parce qu'on sait bien qu'il y a des délinquants. Oui, il faut une légitimité, bien sûr. Voilà. Donc, il faut que la force soit au service du droit. Donc, si on veut... et non pas au service de l'exécutif. D'où, dans toutes les sociétés démocratiques en général, il y a une séparation presque systématique entre le pouvoir judiciaire, appliquer la loi, si vous voulez, et le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Alors, dans certaines sociétés, pouvoir législatif et exécutif sont parfois confondus. Ou dans d'autres, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire confondus. Bon, si on confond tout, il n'y a plus d'état de droit authentique. On s'y perd un peu dans ce cas-là. Ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui s'impose à l'autre. Alors peut-être maintenant, il est intéressant de se poser la question... comment se fait-il que nos concitoyens, et quels sont les moteurs plus exactement du fait que nos concitoyens sont un peu là de ce qui se passe avec nos gouvernants. On va parler plutôt de la France. Alors la France, certes, d'un côté, elle est soumise aux mêmes problèmes elle affronte les mêmes problèmes que les autres, que les autres démocraties européennes en soi, mais elle n'est pas le premier pays à devoir réformer l'ensemble de son système, et notamment le système social. Par contre, il y a une particularité de la France, ce qui la distingue, c'est, dans le contexte actuel, c'est son échec successif des voies d'alternance. Et ces voies d'alternance échouent plus ou moins à dégager une majorité en faisant que les gens, les députés et autres d'ailleurs, pas que les députés d'ailleurs, ont du mal à faire des compromis, ce qu'on appelle des compromis entre les différents courants. Et par exemple à l'Assemblée nationale, et parfois c'est même impossible. Et actuellement, ce que l'on vit actuellement en France en est tout à fait l'image. Et c'est quelque part une exception française en Europe, puisque quelque part, on n'est pas un système fédéral ici, mais quelque part, par exemple en Allemagne, les différents bords politiques arrivent quand même à un certain consensus, donc à faire des compromis. Et pourquoi cette difficulté à faire des compromis? Est-ce qu'il ne faut pas changer quelque chose? Peut-être la Constitution, peut-être notre système de jacobinisme qui devrait peut-être être modulé. Qu'en penses-tu, André? Je crois qu'effectivement, tu indiques bien un des problèmes du compromis. Parce qu'effectivement, le compromis présuppose qu'on pose bien le problème sur lequel on veut chercher au moins une convergence. Parce que dans le compromis, il y a toujours une convergence. Alors, on peut trouver des convergences en ne parlant pas de ce qui nous fâche, et on parle que de ce qui nous réunit. Vers lequel on converge. Oui. Parce que je pense que c'est ça. Il y a déjà l'idée que, dans un premier temps, alors, il y a, sous l'aspect, je parle de la base. Après, comme tu viens d'évoquer tout à l'heure, l'aspect de la Constitution, l'aspect de l'organisation. Donc, il y a là aussi des problèmes à régler. Sur la base, donc, il y a le problème d'abord de bien poser les difficultés qu'on rencontre. Parce que certains vont dire, les difficultés viennent, par exemple, des individus, les autres veulent dire des groupes sociaux, des groupes de ceci, des pressions, de l'économie, par exemple. Donc, faut déjà s'entendre sur la difficulté à soigner. Bon, ça, c'est pas toujours facile. Mais pour s'entendre sur la difficulté à soigner, faut bien poser
le problème. Pour poser le problème, il faut utiliser les sciences et les connaissances. Et ça, parfois, peut-être, on néglige. Par exemple, les connaissances sociologiques, qui sont souvent négligées dans les populations. Bien sûr, la sociologie n'est pas une science exacte, mais quand même, elle nous rapporte quand même des informations utiles. Bon, il y a ça, donc, à la base, bien poser le problème. Le compromis, comme tu dis aussi, il faut les conditions extérieures, que sont les conditions propres à la Constitution. Alors, est-ce que ce sont les conditions extérieures, bien sûr en partie, mais aussi les conditions pour chaque individu de son éducation? Apparemment, certains de nos gestionnaires, j'aime pas trop dire le terme. Oui, parce que tu prends un langage quasi... Oui. Eh bien, on tendance à penser que ce qu'ils pensent, c'est ce qu'il faut appliquer. Et ils n'essayent pas de voir si ce qu'ils pensent peut s'arranger avec ce que pensent d'autres. Et par exemple, à l'Assemblée nationale aussi. Et donc à faire des compromis, comme on dit. Est-ce que dans notre culture française, on a été habitué à l'école, de par notre éducation, à faire des compromis. De même qu'on ne nous encourage pas, peut-être assez, maintenant ça commence à changer, à avoir un esprit critique, eh bien, à se dire, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai pas raison, peut-être que je peux voir les choses autrement. Eh bien, certains disent, on ne peut les voir que comme je les vois, les choses. Oui, et pourquoi ? Eh bien, comme tu le rappelles, il y a une question d'éducation. Mais l'éducation, c'est pas uniquement la connaissance. Ah non, l'éducation, c'est aussi la famille et le monde ambiant. Oui. Et le monde ambiant dans lequel on est actuellement, c'est un monde quasi religieux. Et le problème, il est là. Il faut pas confondre nos croyances avec la connaissance. La connaissance, du point de vue de la citoyenneté, du point de vue de l'organisation d'un État démocratique, on doit favoriser la possibilité de bien identifier ce à quoi on travaille. Et donc, par là-dessus, il faut faire un travail, comme dirait Kant, de raison. Alors, absolument. Donc, il faut les deux. L'associable sociabilité. Parce que, justement, le travail de raison va nous permettre de mieux maîtriser nos deux tendances naturelles, qui font une seule, finalement. C'est que d'un côté, nous cherchons à vivre en société, comme dirait Kant, et de l'autre côté, en même temps, nous cherchons à tirer profit pour soi-même de la société. C'est ça, l'insociable sociabilité. Donc, ça veut dire qu'il faut dépasser cet aspect-là pour changer son regard, comme on le disait préalablement, pour voir autre chose que simplement l'intérêt privé, particulier et possessif. Alors, les optimistes diront, les lois de la nature font telles qu'au bout d'un certain temps, la masse de la population va choisir quand même, parce qu'elle n'aura pas toujours le choix, face aux guerres, l'intérêt général d'elle-même. C'est pour ça qu'il faut une forme de mobilisation. Mais la mobilisation, c'est bien, mais qu'elle ne s'appuie pas sur la stricte sensibilité. Parce que j'aime bien ça ou parce que mon ennemi, je l'aime pas. Bon, non, il faut en même temps, pour que la société fonctionne, se mobiliser aussi pour une connaissance qui s'appuie quand même sur des savoirs acquis et non pas sur des savoirs imaginaires. Bien sûr. Mais bien sûr que le savoir et la connaissance est important, mais avoir cette tournure d'esprit, est-ce qu'on peut parler de tournure d'esprit, consistant à dire « je prends en compte ce qu'exprime l'autre, ce qu'il dit avec ses connaissances à lui, tout en les référant à mes propres connaissances à moi, je les prends en compte et l'on essaye avec nos propres interprétations de nos propres connaissances acquises par l'éducation, par la culture, etc., pour faire quelque chose ensemble. Pas dire « tu dois faire comme moi, je considère les choses » et c'est tout. Et donc là, cette tournure, entre guillemets, cette tournure d'esprit, certains ne l'ont absolument pas. Mais si j'observe le spectacle qui nous est offert, j'en vois pas beaucoup qui l'ont, cette tournure d'esprit. Mais non. Parce que pour avoir cette tournure d'esprit, il faut, à la limite, se libérer soi-même. Oui. Et pour accéder à une libération de tous. Tandis que, par exemple, si on réduit la richesse d'un pays uniquement à sa puissance économique, il y a de fortes chances qu'on réduit le citoyen à son aspect. Tout à fait. Voilà. Donc il y a déjà ça. Alors, donc il faut avoir des connaissances, mais il faut aussi avoir de la culture. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais il n'y a pas de vraie culture sans connaissance.
La culture... Ça va ensemble. Voilà, la culture, elle se crée, si vous voulez, dans la confrontation avec l'autre, avec les autres. C'est-à-dire... La confrontation au sens noble du terme. S'entend. Par exemple, lorsque il y a des scientifiques qui se confrontent parce qu'ils ne sont pas d'accord sur tel ou tel aspect, mais on voit bien ici qu'on est sous l'angle du rationnel. Oui, mais il faut savoir se confronter sous l'angle du raisonnable. Comme on disait préalablement, si on veut être citoyen, il faut essayer d'être raisonnable dans le bon sens du terme. Pas raisonnable en disant c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on prend le milieu. Le milieu n'a pas de sens pour le raisonnable. Ça n'a pas de sens. Parce que ça, c'est une représentation qui me semble inadéquate avec les problèmes qu'on rencontre. La solution n'est pas au milieu. La solution se crée en même temps qu'on... Tu entends du style on coupe la poire en deux, qu'est-ce que tu entends par milieu là? Le milieu, c'est-à-dire je prends les extrêmes et je regarde, il y a du bon ici, il y a du bon là. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire avoir du bon là et du bon là? Parce que le compromis, c'est la fusion, entre guillemets, la fusion entre les façons de voir les choses des uns et des autres pour arriver à un projet commun faisant consensus qui veut dire que on accepte certaines choses que l'on considérait pas, qu'on ne prenait pas beaucoup en considération, puis finalement on va les prendre aussi bien d'un côté que de l'autre. Je verrais moi le compromis, il y a cet aspect-là du compromis, mais il y a aussi l'aspect dynamique. Oui, ça peut être dynamique ça aussi. Oui, mais l'aspect dynamique, c'est de considérer que si je cherche un compromis avec quelqu'un qui ne pense pas comme moi, ça veut dire qu'il faut que lui et moi acceptent l'idée qu'on doit sortir de la position qu'on avait. Tout à fait. C'est-à-dire que le compromis, c'est pas mélange de positions, c'est-à-dire l'absence de position, Non, bien sûr. Alors, mais pour sortir d'une position, ça veut dire aussi que les arguments de celui qui n'a pas la même position soient satisfaisants du point de vue raisonnable et rationnel, les deux. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est vrai que c'est difficile. Très, très difficile. Et donc on va peut-être pas, on peut commencer à aborder un petit peu quel remède pour que bien cette façon pour développer la culture du compromis, de pas accepter des compromis, que ces choses changent. L'éducation, certes, mais peut-être plus encore. Le système peut-être devrait peut-être être changé. Non il faut des conditions extérieures aussi. Là, on a parlé principalement des conditions plutôt à l'intérieur d'une société. On n'a pas parlé à l'échelle de l'individu, mais on l'a suggéré. Mais c'est vrai qu'il faut des conditions extérieures. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, c'est un État fédéral. Si on prend l'exemple de la Suisse, un État confédéral. Or, par exemple, même les États-Unis, c'est fédéral. Vous prenez le Brésil, c'est aussi fédéral. Oui, mais c'est fédéral, et puis actuellement, les choses changent un peu, justement. Oui, mais ça vient, c'est pas parce que c'est pas à cause du fédéral, c'est à cause des personnalités qui ont évacué ce qu'on disait tout à l'heure, le raisonnable et le rationnel. Tout à fait. Si on évacue ça, rien ne marche. Le vivre ensemble l'exige. Bon, en tous les cas, en Allemagne, ça marche pas trop mal quand même. Des gens qui sont quand même pas tout à fait du même avis arrivent à un certain consensus. Ils se sont pas fusionnés, ils n'ont pas fusionné leurs idées, sûrement pas. Non. Mais ils sont arrivés à un projet faisant consensus pour gouverner le pays. Oui, mais ils ont le même défaut que chez nous. De mon point de vue, même défaut que chez nous, ça veut dire que la puissance économique et la puissance financière finissent par écraser tout. Et donc, il faut faire attention à ça. Parce qu'il ne peut pas y avoir de compromis si on ne joue pas dans la même cour. Moi, j'imagine quelqu'un qui est au chômage depuis X temps parce qu'il n'y a pas de boulot. J'imagine quelqu'un qui voit les robots arriver prendre son travail. On joue pas dans la même cour. Il y a ceux qui jouent dans la cour de la rentabilité, de l'investissement, etc. Et puis il y a la grande cour, qui est le monde lui-même. L'extraction des minerais, etc., etc. Le problème du climat. Donc on voit bien que les gens ne jouent pas dans la même cour. Mais pour qu'il y ait compromis, il faut qu'on soit d'accord sur la cour dans laquelle on joue. Alors, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'économie. Moi non plus. Beaucoup, peut-être un peu plus que... Mais je pense que là aussi, ils font des compromis avec entre les systèmes, le système plutôt économique et les systèmes
politique qui gère un pays. Oui, et c'est valable tant que la puissance économique ne dépasse pas la puissance politique, au sens noble du terme, le mot politique. Parce que dans le monde contemporain, parfois, avec l'enrichissement, ça a le côté à la fois de la sensibilité et à la fois aussi de l'insociabilité. Parce que l'intérêt de mon entreprise, c'est pas forcément l'intérêt de tout le monde. Donc c'est ça la difficulté du monde contemporain. Voilà pourquoi il me semble que ce modèle de société humaine est en déclin. Tout à fait. Alors bien sûr, tout ça mène à douter pour nombre de citoyens, de citoyens, au sens propre du terme, à douter des gestionnaires, de ceux qui gèrent leur société. Et pourtant, ils ont été élus et ils ont fait des promesses, entre guillemets. Ils ont dit, voilà, moi, dans mon programme, je vous dis que je ferai ci, je ferai ça, etc., etc. Et puis, finalement, ils ne l'ont pas fait. Et donc, dans ces conditions, comment le citoyen peut avoir confiance, puisqu'on a défini le terme confiance, et il doit devenir résilient à ça pour peut-être proposer quelque chose et rebondir, comme tu viens de le dire. Non ? Oui. Alors, et je dirais que il y a la réponse dans ta question indirectement. Oui, tu as utilisé le mot gestionnaire. Ouais. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, on gère la société. Mais on peut gérer la société, si vous voulez, civile, mais pas la société politique, sous l'angle politique. En tout cas, dans une vraie démocratie, le souverain, c'est le peuple. Oui. Donc, il ne faut pas que ce soit les entreprises qui soient souverains. Donc, ça oblige, comme on vient de le rappeler, à changer d'attitude. Donc, si moi, on me prend uniquement comme agent économique, je suis déçu et vexé. Parce que j'espère que je ne suis pas que ça. Même si, je le suis en tant que pouvoir d'achat. Mais si on réduit tout au pouvoir d'achat est nécessaire pour vivre en société. Mais pas suffisant pour vivre en société politiquement organisée, comme une démocratie. Je dis bien démocratie. Parce que autrement, prenez une dictature quelle qu'elle soit, ou alors vous gommez tout ce qui est éducation, comme peuvent le faire certains, en essayant de supprimer des sociétés savantes, etc. Mais là encore... Alors les remèdes, c'est l'éducation, mais l'éducation populaire, de tout le monde. Oui, bien sûr. Mais un autre aspect aussi, par exemple, donc la culture du compromis est importante, et puis aussi, à l'école, aussi développer aussi l'esprit critique. Fondamental. Beaucoup d'enfants l'ont au départ. Un enfant, très souvent, au départ, il a un esprit critique. Il est innocent. Il est innocent, absolument. Et naïf, quelque part, et c'est au bon sens du terme, d'ailleurs. Oui. Et ce qui se passe, c'est qu'on le casse progressivement, involontairement, j'ai pas dit que... Et résultat, il devient adulte après, et il a été habitué à ce qu'on lui a pas facilité d'exprimer ses critiques. Et donc ensuite, quand il devient plus grand, bien il se trouve... à ne pas exprimer ses critiques, et puis après, à être bien fâché, être en manque de confiance par rapport à ceux qui gèrent la société, parce que finalement, il n'a pas pu s'exprimer, mais même intrinsèquement venant de lui-même, entre guillemets, de l'éducation qu'il a reçue. Oui, comme tu dis, là, on change de registre. Donc les lois et l'organisation, et puis la pratique n'est pas la même. La pratique du citoyen, c'est pas la pratique de la famille. Oui. C'est pas pareil. Non, une société, c'est pas la famille. Non, mais l'école. Alors, justement, voilà le problème. C'est la société, l'école. Ah oui, justement, il faut que le minimum de formation se passe par une école qui favorise. Oui, bien sûr. Favorise les connaissances certifiées, authentiques. C'est-à-dire qu'ils sont établis par les communautés scientifiques. Et puis, d'autre part, il y a les parents aussi. Il n'y a pas que la société, il y a les parents. Donc les parents ont des enfants, mais dans la tête, ils ont un passé. Ils ont eu leur propre éducation. Ils ont leurs propres croyances. Et donc, on a tendance à transmettre à nos enfants ce auquel on croit. Alors, si on est fermé dans une religion, on voit ce que ça donne. Oui, aussi. Donc, dans une société démocratique, l'État, on ne va pas parler de l'État, mais l'État doit garantir et organiser un enseignement qui soit authentiquement enseignement. Mais en même temps, il doit aussi
organiser les possibilités d'une éducation. Parce que l'éducation qui ne s'appuie pas sur du savoir authentique, de mon point de vue, ne peut pas aboutir à créer un citoyen. Alors là on va... Alors l'éducation peut être complétée par les parents aussi, attention. Donc là, bon, les remèdes, ils pourraient être multiples. Peut-être qu'on y reviendra par la suite, parce que on va arriver presque à la fin de cette chronique. Mais on va, avant de finir cette chronique-là, citer un certain nombre d'exemples qui ont amené et qui ont fait un effet de cumul. Alors, récemment, bien sûr, ce qui s'est passé peut-être pour avec l'Algérie, la problématique avec l'Algérie récemment, où les choses ont nettement traîné à la suite des relations avec l'Algérie, les décisions du gouvernement actuel, mais aussi beaucoup plus loin, les affaires Mitterrand-Bousquet, les affaires Mitterrand-Bousquet, rappelons que Bousquet était impliqué, et peut-être même Mitterrand aussi, avec des régimes plus ou moins à droite, non? Oui. Ça, c'est possible. Mais ça, je suis même certain. Voilà. Mais alors, déjà, pour porter un jugement sur quoi que ce soit, il faut prendre en considération le décalage temporel. Là, je ne cherche pas à ce que l'on porte un jugement, simplement pour citer ce qui peut amener, finalement, à douter des gens qui gèrent notre société, quoi. Ben oui, mais, en France. Oui, mais, Chéré, tu dis le mot qu'on a vu qui posait problème. Oui. Donc, il gère, mais sous l'angle du droit, normalement. Sous l'angle, notamment, du droit pouvant s'appliquer à l'ensemble de la société. Personnellement, le terme « diriger » me gêne un peu, quoi. Parce que, on peut en parler, là. Oui. Le terme « diriger » veut trop dire « imposer ». Ne veut pas dire nécessairement diriger en dialoguant avec les gens que l'on dirige. Et parfois, ce n'est très souvent pas le cas. Diriger, il y a deux angles. Oui. Il y a le côté aspect, on impose, on dirige. Oui. Mais diriger aussi, ça veut dire indiquer la droite. Oui, mais sur quelle base? Sur une base de dialogue avec... Ah non, diriger dans ces cas-là... Non, par exemple... C'est de la dictature, si c'est sans dialogue. Non, mais attendez, la base, il y a plusieurs bases, en fait. Mais la base centrale, c'est la Constitution. D'accord, alors là, oui. Après, pour mettre en pratique, il faut dialoguer. On est d'accord. Ouais, on est d'accord, oui, mais la base centrale. Donc voilà, c'est pour ça que je disais gestionnaire. Alors, il y a l'affaire Robert Boulin, il y a l'affaire Bérégovoy, les diamants de Giscard et Bokassa. On va pas refaire l'histoire, hein, mais tous ces facteurs amènent à douter de certaines choses, quoi. Oui, mais justement, on a raison de douter, mais il ne faut pas que le doute nous enferme dans lui-même. Absolument. Donc, mais cependant, il faut rappeler, comme le disait Kant, de toute façon, les hommes sont comme ça. Eh oui, l'être humain et l'être humain. Insociable et sociable. Ceux que tu cites, là, ce sont ceux qui ont tiré profit. Oui. Donc, ils sont une forme d'associabilité. Quand on entend quelqu'un comme Caduzac, je ne me rappelle plus de son prénom, voilà, qui disait « les yeux dans les yeux, je vous dis que », et qui après, on démontre que les yeux dans les yeux... c'était vraiment qu'une formule, et ce qu'il y avait derrière était c'est exactement l'irrespect du citoyen, justement. Pour respecter le citoyen, il faut qu'il se prenne pour citoyen aussi. Parce que ça, je suis d'accord avec toi. L'irrespect du citoyen, il est partout. Nous-mêmes, nous ne respectons pas toujours le citoyen. Non, mais... Non, mais là, en même temps, c'est beaucoup plus grave, parce qu'il est posé comme modèle. Bien sûr. Alors là, je suis d'accord avec toi, c'est grave. Alors après l'aspect Fillon, le costume, l'aspect Strauss-Kahn, on connaît tout ça. On va pas rappeler l'histoire, ce qui se passe. L'aspect Strauss-Kahn me fait penser à ce qu'on disait, on a déjà dit, et que tout le monde peut s'apercevoir, qu'en chacun de nous, il y a toujours des pulsions. Oui, bien sûr. Elles sont maîtrisées ou pas? Donc on pourrait continuer comme ça, sans arrêt. Quand on entendait aussi les relations... pour Sarkozy, pour Marine Le Pen également. Tout le monde. Tout le monde. Quand on entend Hollande qui disait, au moment de son élection, « Mon ennemi, c'est la finance »,
Et puis ensuite, il est devenu plus ou moins complaisant. D'ailleurs, Mitterrand aussi. Avant. En bref, c'est aussi une certaine souplesse dans la capacité de gestion d'une société, non ? C'est montrer, d'une part, que, soit c'est la pesanteur historique qui domine, Mitterrand, soit c'est le gain, Giscard, un gain quelconque, et puis d'autres, je ne sais plus comment il s'appelle, effectivement, ou soit alors, c'est tout simplement l'économie qui a pris le pouvoir. Voilà ce que ça veut dire aussi. Là, oui. Parce que là, le pouvoir économique, et derrière le pouvoir économique, c'est surtout le pouvoir industriel. Ouais. Enfin, avec le pouvoir économique, c'est le pouvoir industriel. Donc, on va probablement arrêter maintenant. On a cité un certain nombre d'exemples, mais en disant que de toute façon, un élu, comme tout individu, n'est pas un modèle de vertu. On a tous des défauts et des qualités, mais malgré tout, être un élu, c'est quand même une responsabilité. Et là, on va rentrer au niveau des élections municipales, ici, sans doute la France en général, quoi. Oui. Et donc, on ne peut qu'encourager justement le compromis dans ce cadre-là pour essayer de faire avancer la cité, comme on le disait. Avec toutes les difficultés qu'il y a pour bien identifier ce que peut être un compromis. Oui, mais on en a parlé. On pourra en aborder ça. Il faut trouver toujours la manière d'identifier le plus clairement possible les problèmes qu'on rencontre. Alors on reparlera de cette possibilité aussi, on en reparlera puisque on fera une 4e chronique prochainement. Est-ce que, de même que on parle d'éthique un peu partout, est-ce que une charte éthique devrait pas être rédigée, d'ailleurs, est-ce qu'elle n'existe pas de fait, afin que, quelque part, un élu, quel qu'il soit d'ailleurs, quand il dit qu'il va faire telle chose, proposer tel programme en disant voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, si cette gestion qu'il propose n'est pas faite, eh bien il ne respecte pas la charte, et dans ces conditions on peut remettre en cause éventuellement son mandat. Il y a des propositions qui existent dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Alors rappelons simplement un petit mot autour du mot éthique. Éthique, ça ne veut pas dire morale. Non, l'éthique et la morale, c'est pas pareil. Parce qu'il y a des gens qui confondent des fois. La morale est plus liée à des lois. Ouais. L'éthique, c'est un problème de comportement et de rapport à l'intérieur d'une société. Oui, tout à fait. Bon, alors, personnellement, si on veut retrouver l'esprit démocratique, normalement, le souverain, c'est-à-dire celui qui fait la loi, c'est le peuple. Alors, la démocratie directe, c'est une forme de démocratie, mais qui est extrêmement difficile. Parce qu'il faut que le peuple puisse se réunir. Alors parfois, on fait une démocratie parlementaire, comme chez nous, comme en Europe en général. C'est-à-dire, on envoie des représentants du peuple, chargés de trouver la loi. Et c'est là qu'il faut jouer sur une forme de charte Quel éthique. représentant du peuple ? Ceux qui sont élus. Oui, alors il faut qu'ils soient élus. Il y a d'autres projets, on parlera de ce... Ou alors pour être tiré au sort. Oui, on parlera. Mais il faut que les gens soient disponibles. On parlera à la suite d'autres projets qui consistent à faire à décider finalement la désignation des dirigeants d'une façon tout à fait différente par ce qui s'appelle le jugement majoritaire, qui consiste à ne pas faire de premier tour, de deuxième tour, à donner des notes. Et donc, c'est plusieurs publications qui sont sorties dans les années 2007. On donne des notes et voilà. Donc ensuite on reçoit, on recale, on dit c'est moyen, on dit c'est bien, on dit c'est passable. On en reparlera dans la suite de nos chroniques. Et je pense qu'on va arrêter là cette chronique en espérant en tout cas vous avoir apporté des choses intéressantes. On continuera dans la 4e chronique encore sur la France et puis aussi sur l'international où il y a beaucoup de choses à dire et qui nous angoissent beaucoup dans les circonstances actuelles, ce qui se passe en Iran, au Proche-Orient, en Ukraine, bien sûr, le Groenland. Enfin, on aura des tas de choses à exprimer au cours de ces 4e chroniques. Ça fait une grande cour de récréation. Oui. On va parler de cela
pour la suite. Et il y a tellement de choses à dire que... Mais bon, en tout cas, soyons le plus possible des citoyens responsables, n'est-ce pas ? C'est toute la difficulté. D'accord. Une des difficultés. Oui, enfin, il y en a des tas d'autres. Enfin, bon. Bien, on vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end. Prenez soin de vous. À très très bientôt. À bientôt. Au revoir.